Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'auditorium Michel Laclotte pour cette conférence exceptionnelle qui vient conclure la très riche programmation que nous avons consacrée à l'exposition Figures du fou du Moyen-Âge au romantique qui se termine ce lundi et nous vous incitons évidemment à vous y rendre si vous ne l'avez pas déjà vue ou pour la revoir si vous l'avez déjà vue avant sa clôture. L'idée de l'invitation que nous avons faite ce soir à Jacques Attali est de prolonger les passionnants chemins de réflexion ouverts par cette exposition en vous proposant un regard inédit et contemporain sur les thématiques qu'elle développe. Alors vous le savez si vous l'avez déjà vu, Dieu, la religion, le roi, la cour, l'amour, le carnaval, la folie individuelle, la folie collective, l'éloge de la folie sont autant de lieux que peuplent les figures du fou entre Moyen-Âge et Renaissance et même au-delà. Et c'est précisément pour questionner la place de la folie dans notre réel et le rapport que celle-ci entretient au pouvoir, voire à la folie du pouvoir, que nous avons souhaité ce soir entendre Jacques Attali et nous sommes très heureux et très reconnaissants de l'accueillir ce soir et nous le remercions à nouveau d'avoir accepté notre invitation. Alors Jacques Attali a été professeur d'économie dans de nombreuses universités françaises, il a été le conseiller spécial du président de la République François Mitterrand pendant 10 ans, entre 1981 et 1991. Il a fondé 4 institutions internationales, Action contre la faim, Eureka, Bird et Positive. Positive promeut l'économie positive et soutient les micro-entrepreneurs positifs dans le monde entier depuis 30 ans. Et puis Jacques Attali a également fondé, et il préside depuis 1994, Attali Associates, qui est une grande société de conseil qui conseille les gouvernements et les PDG de grandes entreprises dans le monde entier. Jacques Attali est également un grand intellectuel, auteur de plus de 88 essais, biographies, pièces de théâtre et romans, publiés à plus de 12 millions d'exemplaires et traduits en 22 langues. Il est chroniqueur pour le magazine Les Échos, pour l'agence de presse japonaise Nikkei. Et ses principaux domaines de recherche, d'écriture, de conseil sont les différentes dimensions du futur et l'organisation d'une transition positive. Il dirige, il faut-il le rappeler, des orchestres symphoniques dans le monde entier. Et l'un de ses ouvrages, Une brève histoire de l'avenir, a même inspiré une grande exposition ici même au Louvre en 2015-2016 dans un commissariat de Dominique de Fonréau et Jean Loisy et pour laquelle, M. Attali, vous avez été conseiller scientifique. J'ajoute pour conclure que l'un de vos premiers ouvrages, Bruit, commençait par une analyse de ce tableau qui est derrière moi et dont je ne vous dirai rien, et qui concentre grand nombre des questionnements dans lesquels vous nous entraînerez ce soir. C'est également, en même temps, un formidable écho, comme vous le comprendrez, à l'exposition que je vous encourage à nouveau à visiter d'ici lundi. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne conférence. Je suis très heureux d'être là, en effet, de retrouver cette salle et très heureux de cette conférence. En général, je parle sans notes, presque toujours. Et là, j'ai éprouvé le besoin d'écrire un texte qui va me servir de guide, cette réflexion que nous allons avoir ensemble, parce que le sujet mérite une réflexion précise. Alors, commençons. Le fou, la folie et le pouvoir. 13 000 armes nucléaires, dont 9 000 déployées et utilisables à tout instant. 150 millions de sans-abri, plus d'1 milliard d'êtres humains dans des bidonvilles. Un enfant sur 5 victime de maltraitance, dont 300 millions de moins de 5 ans. Plus de 150 millions d'enfants au travail. 50 millions d'esclaves. Une femme tuée toutes les 11 minutes. Une femme sur 3 dans le monde subit des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. 260 millions de jeunes ne sont pas scolarisés. 770 millions d'adultes sont totalement analphabètes. La température de la planète est plus élevée déjà de 1,5 degré et de façon sans doute irréversible. Des tempêtes, les ouragans, les incendies, la perte de biodiversité sont plus aigus que jamais. La fortune des 10 personnes les plus riches du monde est supérieure à 1 300 milliards de dollars, quand la moitié de la population du monde n'a aucun patrimoine. C'est fou, tout cela. Rien n'est donc plus fou que le réel. Mais d'abord, qu'est-ce que la folie? Qu'est-ce qu'un fou? Il y a beaucoup de définitions de ce mot à travers l'histoire,
à travers les sciences, à travers les pédagogies, les pathologies, les disciplines médicales ou scientifiques. Je vais donc imposer la mienne, après tout. Comme le dit Alice au chat, au chapitre 6 du roman de Lewis Carroll, les mots veulent dire ce que je décide qu'ils veulent dire. La question est de savoir qui est le maître, eux ou moi. Le fou, pour moi, c'est celui qui transgresse ce qui, à un moment, est considéré comme la norme sociale. Et comme la norme peut changer, la définition de la folie est nécessairement politique, résultat d'un rapport de force. Ainsi, la femme, l'homosexuel, l'enfant, l'opposant politique, le transgenre était ou est, dans certaines sociétés, dans certaines circonstances historiques, dans certaines circonstances idéologiques, considéré comme déviant, comme fou. Le fou est aussi celui qui ne se préoccupe pas des conséquences à long terme de ses actes, ni sur lui, ni sur les autres. On voit d'ailleurs les fous dans ce tableau de Bruegel, dont l'analyse m'occupe depuis 50 ans sans que j'ai jamais pu véritablement en faire le tour. Dans cette Flandre dominée alors par l'Église et par les troupes espagnoles, les pauvres ne sont libres que quand ils peuvent se faire passer pour fous lors du carnaval à la fin du carême. Retenons cela. Pour être libre, il faut être fou ou au moins se faire passer pour tel. Car dans ce tableau, la folie est nommée et définie. On la voit dans le malheur détourné en fête, on la voit dans la richesse maquillée en pénitence, on la voit dans le comportement des riches faisant hypocritement carène et ostensiblement l'aumône aux pauvres rangés devant l'église en haut à droite du tableau. On la voit aussi chez les pauvres défiant les riches et désignés par eux comme des fous. Aujourd'hui encore, la folie est dans la transgression de la norme. Et ce que j'ai décrit en commençant est fou, car cela ne correspond pas à ce qui devrait être la norme d'un monde juste et harmonieux pour tous. Mais il n'y a pas qu'une folie humaine destructrice du monde. Il y a aussi une folie qu'on pourrait nommer positive, celle des artistes, ou de certains artistes qui, à leur époque, étaient souvent désignés comme fous et qui parfois l'étaient d'une façon clinique. Quelques noms au hasard, Van Gogh, Munch, Manet, qu'on disait fou quand il a exposé Le déjeuner sur l'herbe, Duchamp, dont on disait fou pour son œuvre pourtant si réfléchie, Syd Barrett en musique ou Francis Bacon, et tant d'autres. Et puis certains qu'on a catalogués comme fous pour pouvoir les mettre à l'écart, évidemment, comme Camille Claudel. Aussi ont été considérés comme fous bien des chercheurs, des innovateurs, des savants, des penseurs, des écrivains, des militants qui ont refusé et qui refusent encore aujourd'hui de se contenter du réel comme il est et qui le transgressent. Et ce fut évidemment le cas dans beaucoup de dictatures qui ont enfermé leurs opposants politiques dans des hôpitaux psychiatriques, comme c'est aujourd'hui le cas dans de nombreuses dictatures. De tout temps, d'ailleurs, les puissants ont le sentiment que les intellectuels et que les artistes sont fous. Inversement, les artistes ont le sentiment que le pouvoir, qu'il soit religieux, militaire ou marchand, rend fou. Et qu'il leur appartient à eux, les artistes, de défier les puissants, de dénoncer leurs mensonges, leurs privilèges, leur violence, leurs caprices, leur démesure, leur folie. Pour cela, les artistes font parfois semblant d'être fous, comme dans le tableau de Bruegel, où on les voit se grimer en fous pour pouvoir être librement face au prince. Ils font semblant d'être fous pour parler librement, comme le fou du roi, le conseiller du prince qui, sans être courtisan, conseille le prince parce qu'il ne craint pas le prince puisqu'il est fou. Ainsi donc,
encore une fois, pour ne pas craindre, il faut se faire passer pour fou. Et dans certaines circonstances, il est fou de ne pas avoir peur, car celui qui se fait passer pour fou peut être malgré tout supprimé par le caprice du prince. Pourtant, parfois, quand la norme bascule, le fou devient celui qui porte la raison. Il définit dans sa folie passée la nouvelle norme. C'est d'ailleurs ainsi que Érasme ouvre la Renaissance quand il déclare dans l'éloge de la folie que le fou est nécessaire et qu'il fait l'éloge de l'ambiguïté, de la dérision, de l'ironie, donnant un coup fatal au Moyen-Âge. Il n'y a pas que les arts qui sont fous, d'une façon positive. Une activité qui m'a beaucoup occupé et qui m'occupe encore, les mathématiques, sont folles. Ainsi, en imaginant l'infini, les nombres imaginaires, les nombres transcendants, les espaces vectoriels, la théorie des cordes et bien d'autres, on est dans le domaine de la folie. Et d'ailleurs, comme le disait Niels Bohr à un de ses étudiants, « Monsieur, votre théorie est intéressante, mais elle n'est pas assez folle pour avoir la moindre chance d'être vraie. » Et pourtant, ces mathématiques, aussi folles qu'elles soient, rendent compte avec une précision stupéfiante du réel et de l'univers, ou des univers, parce que nul ne sait s'il y a un ou des milliards d'univers, comme on sait maintenant qu'il y a non seulement une galaxie, mais des milliards de galaxies, dont le nombre approche d'ailleurs le nombre fascinant d'Avogadro. Les mathématiques rendent compte aussi du temps, dont l'existence est une folie. D'ailleurs, si le temps a un début, qu'est-ce qu'il y avait avant? Et s'il a une fin, qu'est-ce qu'il y a après? Cette question que Aristote posait déjà il y a plus de 2000 ans reste un signe de la folie de la raison et de la raison de la folie. De même, évidemment, par définition même, l'amour est fou, la foi est fou, et Blaise Pascal a bien expliqué ce que cela signifiait. Nous sommes donc dans notre univers plongés dans une folie à 1000 dimensions et on ne peut pas se rassurer en disant que le monde est raisonnable et qu'il n'y a que quelques fous. Il y a d'ailleurs aussi des lieux fous, des monuments fous qui n'auraient pas dû exister. Je me souviens que quand le projet de cette pyramide où nous sommes a commencé, le projet fut dénoncé comme fou. Alors, la folie du monde d'aujourd'hui est-elle la victime de la folie de quelques-uns? Peut-on dire que ce sont les gens de pouvoir qui ont conduit le monde à ce bilan fou que j'ai fait au commencement? D'abord, comme au temps de Bruegel, non seulement le monde globalement, dans le tableau que j'ai décrit, est fou, mais comme le dit ce verset de l'Ecclésiaste au chapitre 1, verset 15, que cite le superbe catalogue de cette si belle exposition que je vous invite non seulement à découvrir, mais à lire, comme le dit ce verset, « Infini est le nombre de fous dans le monde », qui ouvrirait, mais c'est un autre sujet, un nombre infini de commentaires et d'interprétations. Infini est le nombre de fous dans le monde. Nous sommes tous fous, nous crie l'Ecclésiaste. Ce texte si extraordinaire et qui mérite d'être sans cesse lu et relu dans sa version originale. Mais parlons d'abord de ceux que la société est dit être atteints de troubles mentaux, pour faire court, de dépression, d'anxiété, ou dans certains cas particulièrement graves, de schizophrénie. Combien sont-ils? Ils sont, semble-t-il, 51 millions aux États-Unis, dont 10 atteints de troubles graves. Ils sont 12 millions en France, dont 3 atteints de troubles graves. Ils sont au moins 1 milliard dans le monde. Si on peut faire une catégorisation beaucoup trop simpliste et qui mériterait des commentaires et que je livre avec prudence, il semble que les hommes sont plus souvent psychotiques, c'est-à-dire atteints de troubles graves, et les femmes sont beaucoup moins souvent psychotiques et atteints
de troubles moins graves. Au total, 1/8 de l'humanité est atteint de troubles mentaux, et les autres le sont-ils aussi, sans doute d'une autre façon dont je vais parler ici. Pourquoi ces folies? Pourquoi tant de fous? La raison doit être dite, mais si on la dissimule trop et si nos sociétés font tout pour la dissimuler. Et pour ma part, j'évoquerai une seule hypothèse, même si réduire les causes des choses à une seule est toujours trompeur. Mais je voudrais m'en tenir à celle-là, parce qu'elle me semble très largement déterminante. Nous sommes tous un peu fous parce que nous avons tous peur de la mort. Tous ceux qui sont dans cette salle mourront un jour. Tous mourront sans savoir quand, sans même savoir s'il ne sera pas dans d'affreuses souffrances. Et nous pouvons tous dire à l'instant, comme ce personnage dont on se moque dans les plaisanteries, qui tombe d'un immeuble et qui, passant devant le 3e étage, dit « Pour l'instant, tout va bien ». Nous sommes tous dans la situation de cet homme, sinon que nous ne savons pas à quel étage nous sommes. Cette peur de la mort que nous cherchons tous à vivre d'une façon ou d'une autre est de plus en plus difficile à masquer. D'abord parce que la religion ne suffit plus à calmer cette peur, et la religion a été le principal instrument qui a permis de vivre avec. Qui croit encore d'ailleurs à un au-delà paradisiaque? Et même y croire, n'est-ce pas une folie? Et donc la religion nous entraîne dans un univers que certains pourraient dire de folie. Cette peur de la mort est combattue par 4 formes de névrose, dont nous sommes tous atteints, soit d'une façon clinique, soit d'une façon masquée. Ces névroses deviennent des vraies folies lorsqu'elles sont poussées à l'extrême. Ces façons de combattre la peur de la mort sont 4. Réfléchissez-y, vous verrez que d'une façon ou d'une autre, non pas vous, mais votre voisin, au moins on est atteint. Première forme, l'hypocondrie, avoir peur de soi-même. Quand on a peur de la mort, on a peur de soi-même. La paranoïa, on a peur des autres et ce qu'ils peuvent vous faire. La mégalomanie, qui nous donne une envie de se dépasser, de se croire supérieur, de se croire invulnérable, de se croire immortel. Et la 4e, plus folle encore, c'est la mythomanie, qui consiste à se penser supérieur, extérieur au réel, et qui, dans tous les cas, débouche sur une folie clinique. Hypocondrie, paranoïa, mégalomanie, mythomanie, retenez cela, c'est tout à fait déterminant dans la suite de ce que je vais dire. De plus, face à cette peur de la mort, de plus en plus, chacun d'entre nous ne s'intéresse qu'à lui-même et qu'à l'instant présent. On sait que notre vie peut s'arrêter à chaque instant, alors on essaye de vivre à chaque instant le mieux possible ou d'oublier à chaque instant l'instant qui vient. Parce que le fou en chacun de nous et en ceux qui à côté de nous sont désignés comme fous ne comprend pas l'importance de ce qui vient après, ne comprend pas l'importance des générations futures, ne comprend pas l'importance du bonheur des autres et encore moins l'importance pour lui-même du bonheur de ceux qui ne sont pas encore nés. Et pourtant, nous avons tous intérêt, j'y reviendrai tout à l'heure, au bonheur de ceux qui ne sont pas encore nés. Et cette absence de prise de conscience de l'importance de l'avenir est un trait de la folie contemporaine. Nous sommes donc tous, chacun à notre façon, plus ou moins hypocondriaques par peur de nous-mêmes, paranoïaques par peur des autres, mégalomanes par folie de nous-mêmes, mythomanes par fuite du réel et narcissiques par obsession de nous-mêmes. Alors on masque ces névroses, ou on s'en accommode, ou on les vit comme des fous, ou on les masque par des drogues,
de plus en plus, par des comportements déviants ou par des actes de pouvoir que certains considèrent comme la folie et qui conduisent à la folie du monde dont j'ai parlé précédemment. Mais d'abord, qui sont les gens de pouvoir dont je parle ici? Est-ce qu'il s'agit des hommes politiques? Bien sûr. Est-ce qu'il s'agit des gens d'argent, des chefs d'entreprise? Aussi. Est-ce qu'il s'agit des patrons d'ONG, des patrons d'associations, de patrons de toute organisation? Aussi. Dès qu'il y a pouvoir, il y a risque. Et en tout cas, il y a autorité sur un groupe aussi petit soit-il. Le pouvoir, c'est aussi le pouvoir de ceux qui se nomment ou qui se nommaient chefs de famille et qui ont un pouvoir. Alors, dans le monde, qui a vraiment le pouvoir? Des gens ou des mécanismes? Des politiques, des dictateurs, des patrons, des institutions ou des marchés? Les uns et les autres. Les gens de pouvoir sont-ils plus fous que les autres? Oui, un peu. Le pouvoir rend-il fou? Je ne crois pas, et je vais l'expliquer. Faut-il être fou pour vouloir du pouvoir? Oui, sans aucun doute. La folie est-elle nécessaire à l'exercice du pouvoir? D'une certaine façon, oui, et je vais l'expliquer. D'abord, il y a eu, et il y a encore, des dirigeants de plusieurs entités, politiques ou autres, atteints de troubles mentaux graves, de psychose, au sens classique de la folie, et donc on peut dire qu'il y a eu des fous qui ont exercé le pouvoir. Certains d'ailleurs ont été nommés le fou. C'est le cas de Néron, de Catigula, d'Ivan le Terrible, de Nader Shah au début du XVIIIe siècle en Perse. Certains d'entre eux ne se préoccupaient d'ailleurs pas que de l'instant, mais avaient une idée folle de leur trace dans l'histoire. La folie est-elle une excuse pour ce qu'ils ont fait? Non, bien sûr. Si Hitler était fou, peut-il être pardonné? Non, bien sûr. Quid de Staline, de Emin Dada, de Mussolini, de tant d'autres? Doivent-ils être pardonnés parce que fous? Évidemment pas. Il y a eu aussi au pouvoir des gens à la folie moins nocive, mais qu'on nommait fous. Charles VI, qui régnait en France au début du XVe siècle, traversait des crises de folie qui n'ont pas été sans relation d'ailleurs avec le déroulement de la guerre de 100 ans. Le roi Georges III de Grande-Bretagne au début du XIXe siècle était clairement fou, et avec une influence qui n'a pas été négligeable. Louis II de Bavière, un peu plus tard, a été fou, mais sa folie, comme on sait, s'est réduite à construire quelques sublimes châteaux. Et pour prendre un exemple plus anecdotique, Paul Deschanel, en France, président de la République pendant quelques mois en 1920, a eu une folie aussi anodine que le pouvoir qu'il exerçait. Cette folie existe partout, y compris dans les familles et dans les couples, et dans tous les lieux de pouvoir. Un fou ne peut durer au pouvoir que s'il règne par la peur et s'il s'impose par la terreur. Retenez cela, ça va déterminer beaucoup de choses qui nous concernent pour l'avenir. Il m'est arrivé de rencontrer des dirigeants illuminés par une cause, au point d'en perdre provisoirement ou temporairement la raison. Je ne crois pas avoir rencontré de dirigeants démocrates qui étaient véritablement fous, en tout cas je ne l'ai pas su. J'ai rencontré quelqu'un d'illuminé au pouvoir, c'était Margaret Thatcher, qui à certains moments paraissait sortir du réel pour porter ses idées parfaitement respectables. J'ai rencontré des gens qui n'ont été fous qu'à la marge, c'est-à-dire qu'ils avaient les premiers symptômes de ces démesures dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est simplement l'absence de surmoi, qui fait rompre la frontière entre l'état dit normal et l'état pathologique. Alors c'était le cas de plusieurs présidents français, de présidents du Conseil italien ou latino-américains et d'autres qui sont encore au pouvoir aujourd'hui. Pardonnez-moi de ne pas en donner la liste. En tant que dictateur, je n'ai pas rencontré un seul fou. Ils m'ont tous paru extrêmement raisonnables, froids et calmes. Si ce n'est peut-être l'un que j'ai rencontré il y a très longtemps, qui était clairement fou,
quand je l'ai rencontré au milieu des années 70, et qui était le président de Roumanie, Nicolae Ceausescu, et qui on peut décrire beaucoup de ces symptômes de folie de cette époque. Et puis, il y en a eu d'autres, sans doute, mais peut-on qualifier de fou ce président de la République démocratique du Congo, qui alors s'appelait le Zaïre, qui fit construire une cathédrale immense de rite romain en rasant une forêt millénaire, et juste à côté, un palais digne de Versailles? Peut-on déclarer fou un président philippin qui, avec sa femme, avait accumulé toutes sortes d'objets, dont plusieurs milliers de paires de chaussures et qui avait ruiné son peuple? Peut-on qualifier de fou le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, Konstantin Tchernenko, que je rencontrais avec le président Mitterrand, et qui nous menaça en privé d'un air de folie égarée, de détruire l'Occident dans les 3 semaines suivantes? Nous ne saurons jamais si son intention était sérieuse, puisqu'il est mort 2 semaines plus tard. Et aujourd'hui, peut-on dire que M. Poutine est fou, que Javier Milei est dérangé, que Donald Trump est dément, que Elon Musk est autre chose qu'un Asperger, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir avec la folie? Je ne crois pas que ces gens-là sont fous. Je crois qu'il y a beaucoup moins de fous qu'on croit au pouvoir, même dans les dictatures. Et je crois que le pouvoir ne rend pas fou. En fait, le pouvoir, tel que j'ai pu le constater ou l'étudier, agit comme un libérateur de l'inconscient, comme une réduction du surmoi, comme un amplificateur de la personnalité. Au pouvoir, les mécanismes de contrôle diminuent. On est moins poussé à l'autocritique. On reçoit beaucoup moins de critiques de ceux qui vous entourent. On craint moins les critiques des autres. On suscite les courtisans. On est plus tenté par des comportements impulsifs et des caprices que peu de choses viennent freiner. De plus, dans cette situation, le pouvoir altère la capacité d'empathie, produit un syndrome d'hubris, un sentiment de supériorité, et qui va encourager tous les principes dont je parlais tout à l'heure, la mégalomanie, la paranoïa, la mythomanie et la capacité à se surveiller, l'hypocondrie. Combien de dirigeants ai-je rencontré dans tous les lieux d'exercice du pouvoir qui poussaient à l'extrême ces 4 formes de démesure, en y ajoutant bien sûr la principale, le narcissisme. Alors, la folie du monde, telle que je l'ai décrite précédemment, est-elle la faute de ces gens au pouvoir, ou la faute de chacun d'entre nous, ou la faute de personne? En réalité, je crois que la folie des puissants n'est pas la cause principale de la folie du monde. La folie des puissants d'aujourd'hui comme du passé n'explique pas la folie du monde tel qu'il était antérieurement et tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est là où c'est plus compliqué à comprendre. Il n'y a pas seulement des responsables, il y a des causes. Il n'y a pas seulement des gens de pouvoir, il y a des mécanismes. Ce n'est donc pas simplement des gens qu'il faut désigner, mais tout un système économique, social, politique, qui est globalement fou. Et ce n'est donc pas en changeant quelques dirigeants qu'on mettra fin à la folie du monde. D'ailleurs, faut-il vraiment, j'y reviendrai, mettre fin à la folie, à toutes les formes de folie? En fait, c'est notre mode de développement dans son ensemble qui est fondé tout entier pour chacun d'entre nous, pour chacune des entreprises, pour chacun de nos comportements, sur la mégalomanie, le narcissisme, l'hypocondrie, la mythomanie, la priorité au présent, qui conduit chacun et l'ensemble du système à se focaliser sur tout ce qui nous fait du mal à long terme, tout ce qui nous détruit, tout ce qui constitue ce que j'appelle ici et ailleurs l'économie de la mort. L'économie de la mort, c'est ce qui rassemble l'ensemble des secteurs
qui encourage ces 5 défauts dont j'ai parlé. Et en particulier, qui encourage le fait de ne pas se préoccuper de l'intérêt des générations futures. Ces secteurs, on les connaît tous. C'est l'ensemble des secteurs qui tournent autour de l'usage des énergies fossiles, non seulement elles-mêmes, mais dans toutes leurs déclinaisons. Les transports, les vêtements, l'industrie chimique. Et très largement, une large partie de l'agriculture et de l'alimentation transformée. C'est aussi celle qui utilise les sucres artificiels et toutes les formes de drogue qui compensent nos folies et qui nous permettent de vivre ainsi, dans l'instant, sans penser au long terme. Cette économie de la mort n'est pas anecdotique. Elle représente plus de 50% du PIB mondial, elle représente plus de 55% du PIB français. Si vous regardez autour de vous, ou même si vous osez regarder vous-même, elle représente plus de la moitié de vos consommations par les moyens de transport, les vêtements, les emballages, la nourriture, l'agriculture et tout ce que on consomme comme forme de drogue diverses, qu'il s'agit de drogues nommées comme telles ou de drogues qui ne sont pas nommées comme telles, j'y inclus les jeux vidéo. Elle constitue plus de 50% des emplois de chacun d'entre vous. Je suis sûr que si on faisait un sondage, plus de 50%, la moitié d'entre vous qui travaillent dans une entreprise de l'économie de la mort. Elle utilise certainement plus de 50% de votre épargne, pour ceux qui en ont en banque, et elle constitue la structure de nos sociétés. Nous sommes dans une société d'économie de la mort, dont la préoccupation unique, ou en tout cas principale, est le moment présent, et qui a comme caractéristique meurtrière, elle regroupe l'ensemble des secteurs de l'économie dont le profit est le plus élevé. Et c'est en cela qu'elle est à la fois folle et rationnelle, puisque par nature, elle se dirige vers les secteurs qui ont les taux de profit les plus élevés, et ce sont dans les secteurs de l'économie de la mort qu'ils se trouvent. Elle nous conduit, par aveuglement, par lâcheté, par caprice, par mégalomanie, par paranoïa et par narcissisme, au-delà du tableau relativement inquiétant que j'ai tracé tout à l'heure, à un triple suicide. Rassurez-vous, j'essaierai d'être plus positif à la fin de cet exposé. Mais malgré tout, on ne peut pas comprendre l'énormité du changement qui est nécessaire face à la folie du monde si on ne comprend pas où on va, si on en reste à l'instant présent, si on joue à l'autruche, si on accepte cette dimension de la folie qui est d'en rester à l'instant. Car je l'ai dit tout à l'heure, le fou, c'est d'abord celui qui ne s'intéresse qu'au présent. 3 formes de suicide de l'humanité. La première, bien sûr, c'est par le climat. 1,5 degré c'est atteint. Mais si nous continuons comme ça, nous allons vers 5 degrés, à une échelle qu'on se rassure en pensant être 2100, mais 2100, c'est demain matin. Pour ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, en 2100, vos petits-enfants auront votre âge. Donc c'est demain matin. En 2100, la température de la planète sera au moins de 5 degrés supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Et 5 degrés, ça veut dire 10, par les écarts. Or, comme dès aujourd'hui, pour les 1 à 2 milliards de personnes qui vivent dans des bidonvilles dont je parlais tout à l'heure, la température d'aujourd'hui dans les bidonvilles est 7 degrés supérieure à ce qu'elle est dans les autres quartiers de la même ville quand il y a des arbres, des forêts et des ruisseaux. Et donc, ce n'est ni 5 ni 10, c'est 15 ou 20 degrés de plus, c'est-à-dire l'enfer. Et tout ce que ça implique comme destruction de l'environnement et tout ce qui va avec. Deuxième forme de suicide, la guerre. Il y a des guerres aujourd'hui, mais on voit bien se pointer à l'horizon d'autres guerres. Les Chinois ont lancé qu'en 2027, ils allaient attaquer Taïwan, si Taïwan ne s'était pas rendu naturellement. On voit bien que la Corée du Nord annonce tous les jours qu'elle va attaquer la Corée du Sud et le Japon. On voit bien que ces pays
qui sans doute ne feront plus confiance aux États-Unis pour se défendre, comme ça sera le cas de l'Europe, se doteront de l'arme nucléaire. Les Coréens du Sud, face aux Coréens du Nord, qui l'ont déjà, se doteront de l'arme nucléaire. Le Japon en fera autant. Les Philippines, l'Indonésie, l'Australie en fera autant. Et si l'Iran y parvient, beaucoup de puissances du Moyen-Orient en feront de même. Et dans ce cas-là, ce sera le cas du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Brésil au moins. Or, si on a pu maintenir l'arme nucléaire sous le niveau de la mer, en étant véritablement maîtrisé, c'est surtout parce qu'il y a un nombre restreint d'acteurs, une petite dizaine. Si on arrive à 25, la probabilité qu'elle soit utilisée est plus grande. Je n'ajoute pas tout ce qu'on pourra dire sur la cyberguerre qui a commencé, mais c'est rien à côté de ce qui vient, sur les guerres chimiques, bactériologiques, sur les guerres entre robots, sur les robots qui se feront la guerre aux hommes parce qu'ils auront échappé à leur contrôle. Ce qui m'amène à la troisième forme de mort, c'est la mort par l'artificialisation et vassalisation aux machines. Au fond, quand on regarde l'histoire humaine, on se rend compte qu'il y a au moins quelque chose d'à peu près établi, c'est qu'elle est une succession d'évolutions qui ont permis à l'être humain de faire la même chose avec moins d'efforts. Et pour faire la même chose avec moins d'efforts, on s'est doté d'artefacts, un levier, une roue et différentes formes de machines. Et ces artefacts ont été une artificialisation de ce qui nous entoure, des compléments de nous-mêmes. Et puis progressivement, ces compléments de nous-mêmes sont devenus des prothèses physiques, des prothèses numériques, des prothèses digitales, soit dans ce qui commence avec l'intelligence artificielle, ce qui viendra avec la simulation numérique, avec les hologrammes et avec tout ce qui est là déjà et qui sera encore plus demain. Nous sommes de plus en plus accompagnés d'artefacts et beaucoup de ceux qui pensent la société de l'artefact sont aussi ceux qui pensent à ce fantasme d'une société immortelle ou la possibilité de devenir immortel, ce qu'ils appellent le transhumanisme, qui me renvoie à ce que je disais en commençant sur la peur de la mort. Car il est une évidence que peu de gens veulent affronter. Non seulement nous serons tous morts un jour, mais cette table sera toujours là. Autrement dit, consciemment ou inconsciemment, et c'est une forme de folie, nous admettons que la meilleure façon d'échapper à la mort serait de devenir un artefact. Et c'est ce que nous tentons naturellement, c'est un suicide. Et c'est le suicide, la troisième forme de suicide de l'espèce humaine. Face à ces suicides qui sont devant nous, je ne dis pas pour demain matin ni après-demain, et peut-être, je l'espère, par ce qui va suivre jamais, mais nous sommes tous lâches. Nous ne nous rebellons pas. Et c'est notre lâcheté qui permet la survie de ce système fou. Comment y mettre fin ? Faudrait-il pour cela imaginer un monde sans folie ? Non, je ne le crois pas. Un monde sans folie, imaginer un monde où tout le monde serait gris, ce serait une sorte de Corée du Nord au service d'un seul fou qui serait le maître de ce système. Je crois qu'il faut répondre à la folie de la mort par la folie de la vie. C'est-à-dire qu'il faut être encore plus fou et favoriser la folie de la vie. Il ne faut ni en finir avec la folie au pouvoir, ni en finir avec le pouvoir. On a besoin des deux. On n'a pas besoin de fous pathologiques qui ne feront que répandre la folie du monde. Mais on a besoin, et c'est un oxymore, de fous sages. De fous qui penseraient qu'il est possible, qu'il est urgent de remplacer la société de la mort, l'économie de la mort, par la société de la vie, l'économie de la vie. Qu'est-ce que l'économie de la mort ? Je l'ai dit, c'est tout ce qui tourne autour de l'énergie fossile, des cycles artificiels et ce qui détruit la planète et détruit demain. Qu'est-ce que l'économie de la vie ? C'est le reste. C'est tout ce qui est fait avec des énergies renouvelables, c'est l'économie circulaire, c'est l'alimentation saine, c'est l'agriculture biologique, c'est l'eau saine, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la culture, c'est la démocratie. C'est aussi les moyens de la sécurité.
car il faut que les sociétés de la vie aient les moyens de se défendre face aux sociétés de la mort. C'est tout ce qui est dans l'intérêt des générations futures et qui vient nous faire comprendre que nous avons intérêt au bien-être des générations futures. Il m'arrive de citer Marx, non pas Karl, mais Groucho. Groucho Marx disait « Je ne vois pas pourquoi je m'intéresserais aux générations futures, qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi ?» Eh bien, c'est faux. Supposez qu'à partir de cet instant, plus personne ne naisse, qu'il n'y a plus de génération future, on n'aurait plus besoin bientôt de maternité, puis d'école maternelle, puis d'école primaire, et assez vite, il n'y aurait personne pour remplacer ceux d'entre nous qui partirions à la retraite pour tous les métiers dont nous avons besoin, et en particulier pour financer les retraites. Il n'y aurait plus comme vivants que ceux qui sont vivants ici, et lorsqu'il mourrait, il serait le dernier, il éteindrait la lumière, mais en fait, il n'y aurait plus de lumière depuis longtemps. Donc, nous avons intérêt au bien-être de ceux qui ne sont pas encore nés. Et pour le comprendre, il faut faire tout ce raisonnement, qui n'est pas naturel, qui n'est pas évident. Or, pourtant, c'est ce raisonnement qui sous-tend le fait de remplacer l'économie de la mort par l'économie de la vie, par tout ce qui est utile à ces générations futures, dont dépend notre bien-être. Ce que j'appelle l'altruisme intéressé. Nous avons intérêt à être altruistes. Seulement, par construction, si l'économie de la mort c'est 55% du PIB, l'économie de la vie c'est 40%. Il y a peut-être dans cette salle plus de 40% d'entre vous qui travaillez dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la culture. Mais en France, c'est 45%. Et c'est même une part qui n'est pas croissante. Alors, le projet fou et nécessaire serait de faire passer l'économie de la vie de 40% du PIB, aujourd'hui, de 40% des emplois, de 40% de l'usage de l'épargne, à au moins 70% en 15 ans. C'est un programme fou. Il faudrait pour cela sanctuariser des secteurs entiers en les plaçant dans le giron du secteur public ou en les mettant à l'extérieur de l'économie de marché en remplaçant une rémunération par de la gratitude, imaginez. Il faudrait interdire un nombre considérable d'activités en indemnisant ceux qui devraient en sortir et sans créer tous les troubles qu'on a connus à propos des Gilets jaunes, qui étaient largement liés à une minuscule tentative dans cette direction. Il faudrait faire en sorte que dans les secteurs qu'on laisse au marché, la rentabilité de l'économie de la vie devienne supérieure à la rentabilité de l'économie de la mort. Et c'est clé. Et ce n'est pas si difficile. Pour que la rentabilité de l'économie de la vie soit supérieure à l'économie de la mort, il faut changer des lois, il faut changer de la fiscalité. Il faut le faire non seulement d'une façon instantanée, mais avec entêtement, dans la durée. Il faudrait le faire dans chacun de nos entités de vie, dans nos familles, vivre avec plus de choses de l'économie de la vie et moins de choses de l'économie de la mort. On peut le faire tous les jours. Il faudrait le faire dans une ville. On peut imaginer des villes qui disent, et certaines sont en train de le faire, je pourrais citer quelques exemples, je suis une ville de l'économie de la vie. Je supprime tout ce qui dans cette ville utilise, produit, consomme de l'économie de la mort. On pourrait rêver que des entreprises transitionnent de l'économie de la mort à l'économie de la vie, qu'elles développent l'économie de la vie et qu'elles abandonnent progressivement l'économie de la mort, plus vite qu'elles ne font aujourd'hui, et sans le faire d'une façon purement artificielle, publicitaire, ce qu'on appelle du greenwashing, qui est aujourd'hui très présent, et sans tomber dans l'inverse, qui est qu'aujourd'hui, dans la société américaine au pouvoir aujourd'hui, les entreprises de l'économie de la vie sont nommées le woke capitalisme, parce qu'ils encouragent la diversité, la place des femmes, l'écologie et tous les secteurs de l'économie de la vie, qui est aujourd'hui chassée par l'économie de la mort, qui est aujourd'hui triomphante plus que jamais. On peut imaginer que des entreprises basculent dans l'économie de la vie. On peut imaginer que des pays, des régions, je rêve de voir l'Europe devenir le continent de l'économie de la vie. Et puis, on peut rêver à ce que cela soit plus large encore. Cela passe par la révolution des cœurs, cela passe par l'art,
qui peut être mis au service de ce message. Il faudra sans doute des dirigeants particuliers pour y conduire. Dans toutes les organisations, aussi petites soient-elles, dans les familles, dans les entreprises, dans les gouvernements, dans les villes, de tels gens de pouvoir devront ne pas être narcissiques, se méfier d'eux-mêmes et de leurs ennemis, être empathiques, écouter les contre-pouvoirs, en particulier écouter ou tenter de faire émerger les désirs de ceux qui ne sont pas encore nés, tenir compte d'autre chose que du moment présent, tout simplement affirmer, et c'est déjà inscrit dans certaines constitutions, que toute décision contraire à l'intérêt des générations futures est inconstitutionnelle. Il faudrait avoir un projet à 30 ans, 2050 au moins, sinon plus, celui de l'économie de la vie. Oui, c'est possible, à condition d'avoir conscience des folies dictées par la peur de la mort pour jouir des folies de la vie. Carlos Castaneda, qui est un écrivain que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup marqué, disait dans son livre « L'herbe du diable et la petite fumée » que l'homme est confronté à 4 ennemis. Le premier, c'est la peur. Et pour vaincre la peur, l'homme a trouvé une solution qui était la raison, la science, qu'il appelle la clarté. Mais, dit-il, le sorcier Yaqui, qui parle à l'auteur du livre, Carlos Castaneda, mais dit-il, la science, la clarté est aussi un ennemi parce qu'elle nous amène à penser que la raison suffit à tout. Et donc il faut relativiser la science et la considérer comme une des dimensions seulement de la réalité. Et à ce moment-là, dit-il, l'homme rencontre un nouvel ennemi, parce qu'il se croit tout-puissant, puisqu'il a relativisé et la peur et la science. Il a le pouvoir. Et alors, quand on a le pouvoir, on se pense absolument immortel, imbattable, explique-t-il. Il dit que l'homme de pouvoir finit par rencontrer son 4e ennemi, la mort, dont il ne peut que retarder la victoire et qu'il peut vaincre en transmettant la vie. Je vous remercie.